YouTube. Attends 2 secondes. Et bonjour à YouTube aussi. Débrief de Rennes PSG en quelques mots, on va dire, parce qu'on n'a pas pu le faire avant. Ensuite, on se lance surtout sur le sujet principal du jour, Monaco PSG. Ce n'est pas la Ligue 1, pas cette fois. Ce sera le barrage à la Ligue des Champions. Retour mercredi 25 au Parc des Princes. Est-ce que Paris est prêt? Est-ce que Paris peut se faire surprendre par un Monaco où il y a pas mal d'absents aussi? C'est un match un peu bizarre. Et bonjour Darko qui arrive à ce moment-là. C'est beau, pas grand-chose à dire sur Rennes. Mais il y a toujours plein de choses à dire. La dernière fois que j'ai dit que j'avais pas grand-chose à dire sur un match, j'ai fait 40 minutes sur le match. Je pense qu'on peut toujours faire beaucoup. Peut-être qu'on reprendra le lead contre Lens quand on les affrontera. J'espère que ce sera même avant, parce que c'est 12 avril, je crois. Ils en ont beaucoup parlé ce week-end, les Lensois. 12 avril, on va là-bas. Ce sera pas facile hein. À Lens, le match sera peut-être un peu chaud. Éventuellement, il y a des quarts de finale de Ligue des Champions autour. D'ailleurs, j'ai pas les dates sûres, mais je crois que ça y ressemble. Bonjour les futurs vainqueurs du match contre Monaco, nous dit Ramsès Comedy. On va oublier Rennes, alors on va pas tout à fait oublier, on va le débriefer gentiment, mais on va pas te faire trop de mal. Comme d'habitude, la réponse à la question posée sur notre site, que retenez-vous du match? Et Supra, d'habitude, il fait des longs commentaires, et là, très simple, ils ont été en colère, lamentable, frustrant et en colère, mais il y a de la bonne humeur. Bon week-end à tous quand même, c'est gentil, du coup, bonne semaine au moment où on lit. Frustrant et en colère, je comprends, après, moi, vous me connaissez, je suis souvent relativement détendu sur le foot, on prend du recul. Et on arrive à un constat qu'on a eu trop souvent cette saison. Le PSG a perdu ou fait match nul au bout d'un match frustrant parce que je sais que là, depuis vendredi, il faut critiquer un peu tout ce qui s'est passé, ça va pas, il n'y a rien qui va. Et dans le même temps, on voit dans les commentaires les gens qui disent ouais, ils ont plein d'occasions mais ils marquent pas. Et j'en reviens à toujours souligner que pour avoir plein d'occasions qu'on ne marque pas, ce qui est un problème, bah, c'est qu'on joue pas si mal, parce qu'on n'a pas plein d'occasions au hasard. 13 tirs à 22, on voit que le PSG a manqué un peu de maîtrise, mais a quand même plus tiré que Rennes. Les fameux expected goals, que des fois je trouve un peu particulier dans les calculs, on n'est pas toujours d'accord sur le global. Je crois que Rennes est à 1 et quelques, un truc comme ça. Nous on est à 4, ça je suis sûr, et on met qu'un seul but. Luis Enrique l'a bien souligné après le match. Contre Marseille, paraît pas eu beaucoup plus d'occasions, sauf qu'ils ils ont mis les buts, tout simplement. Là, tu les mets pas, tu finis par te faire punir. Il y avait un Rennes, on savait pas, on avait beaucoup dit en avant-match. Quel état serait Rennes? Est-ce qu'on aurait des joueurs un peu perdus, quelque chose? Il faut féliciter Sébastien Tambouret qui a réussi son intérim comme il faut. Il a remis. Il y avait au moins l'état d'esprit à Rennes. Alors je trouve comme souvent on en fait beaucoup sur la qualité du jeu de Rennes. Il y a des bonnes choses. De toute façon, il y a des bons joueurs à Rennes. Ils étaient 6e avant de jouer, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Mais, mais le PSG a dominé. Après, Rennes s'est battu jusqu'au bout. Belle solidarité. On voit sur Ouscord que le joueur du match pour eux, c'est le gardien rennais. Ça dit aussi beaucoup sur la domination du PSG, qui a la possession, qui a les tirs, qui a les pourcentages de passes réussis en sa faveur, il y a les dribbles réussis, les duels aériens gagnés, le nombre de tacles réussis, le nombre de corners réussis, enfin obtenus, pardon. Et grosse domination, finalement, avec quelques folies. Je trouve que le match il finit à 4-1, 4-2. C'est vraiment pas illogique, mais on a ce problème très récurrent, comme dit Darko, de problème de finition. Oui, c'est vrai que 6ème, il y a aussi les autres qui font un peu n'importe quoi, je sais pas. Je trouve qu'on a une Ligue 1 très resserrée, même si les premiers, là, Lyon a commencé à se détacher à la 3ème place. Et sinon, on se rend pas compte, mais des clubs comme Toulouse, Lorient, Angers, qui sont, je crois, 9e, 10e, 11e, c'est à peu près ça, sont à quelques points à peine de la Ligue Europa. Donc, c'est pas complètement impossible. Si Lille continue de pas réussir à marquer, que Marseille continue sa crise, Strasbourg aussi, on peut avoir des Lorient et Angers en Ligue Europa la saison prochaine. Lorient domine pas tous ses matchs, mais eux ils mettent des buts et à force ils montent. Ça serait voilà, j'aime bien, ça met du suspense jusqu'au bout. C'est sur le maintien où c'est un peu ouais, ça commence vraiment à se dessiner là, les 3 derniers, c'est compliqué, même s'il y a Paris FC qui souffre beaucoup. D'ailleurs, je trouve qu'on en fait autant trop sur la défaite du PSG à Rennes, où des médias essaient de nous expliquer que le PSG est complètement à côté. Lens qui gagne 5-0 contre le Paris FC, bravo. Mais en fait, quand on regarde le contenu, les stats, et même l'entraîneur lensois, il le dit, il y a des moments où on n'était pas loin d'être catastrophique. Lens n'a pas mis une balade au Paris FC. Ils ont souffert par moments, mais ils sont efficaces. C'est un peu la saison. On a connu ces saisons. On a eu Montpellier, on a eu Lille, où on a ce club qui nous embête, qui s'en sort même quand vraiment il loupe son match, il s'en sort sur un 1-0.
Et quand ils sont bien dans le jeu, en plus ils ont l'efficacité, ça met pas mal de buts. Donc le PSG devra faire mieux, c'est clair. L'efficacité, c'est pas pour rien, et c'est un peu le sujet du week-end, même si ça m'a fatigué. Ousmane Dembélé a parlé après le match, il a été très clair, hein, on doit arrêter de jouer pour soi. La saison dernière, on jouait pour le club, pour les cuissons, et c'est comme ça qu'on est allé loin, donc faut arrêter, sinon on remplira pas nos objectifs. Des propos hyper forts. Autant on se plaint des réactions d'après-match qui sont un peu toutes les mêmes, un peu molles, ouais c'est dommage, personne ne veut se critiquer, là il y allait. Et depuis, il y a ceux qui trouvent ça très bien parce qu'à un moment, faut se réveiller. C'est l'un des vice-capitaines, ça peut être son rôle de faire ça. Et il y a tout le tourbillon, ouragan avant de jouer Monaco. Euh, de Yves Doué, ça commence à se clasher devant le public. Il n'y a rien qu'il faut. Enfin, fallait pas faire ça. Le PSG qui veut dédramatiser, Luis Enrique après qui répond, mais Luis Enrique peut-être qu'en fait il voulait tacler Dembélé en répondant. J'ai pas compris cette partie-là. Je veux bien que vous m'éclairiez. Ouais, Darko, plutôt d'accord avec Dembélé. Je suis ok. Je suis d'accord. Tu parles de Marquinhos. Je reparle de Marquinhos après parce qu'il y a un truc que je me dis à force. Et j'adore Marquinhos, mais sur son rôle de capitaine, parfois c'est surprenant. Après, tout le monde souligne que c'est un bon capitaine. Mais je vais faire cette partie-là finalement d'abord. Parce que Marquinhos est le capitaine et c'est rarement lui finalement dans les après-matchs, il y a très très souvent Vitinha et ça a beaucoup moins fait parler que Dembélé, peut-être parce que ça a été moins vu que c'était pas à la télé, c'était en zone mixte. Mais c'est Vitinha qui a parlé en zone mixte, c'est pas Marquinhos. Vitinha qui a tenu des propos assez proches de ceux de Dembélé. Voilà, il y a un peu trop d'individualisme, il y a des fois où il y a des coéquipiers mieux placés, il faut leur faire la passe. Et ok, c'est Dembélé et Vitinha qui ont ce discours. Et il y a plusieurs matchs cette saison, la saison dernière, où c'est plutôt Vitinha qui vient parler après match plutôt que Marquinhos. Est-ce qu'il aime pas ça? Et quelquefois, c'est Marquinhos quand même. Et voilà, c'est juste curieux. Après, encore une fois, Luis Enrique a souligné à quel point Marquinhos est important pour le groupe. Tous les joueurs le disent, ils parlent beaucoup aux entraînements, en match et tout. Mais c'est vrai qu'après match, c'est pas trop lui. Peut-être qu'il aime pas ça, peut-être qu'il parle dans le vestiaire avant. Je sais pas, mais c'est comme ça qu'on se dit qu'un Vitinha capitaine après, ça aura du sens. Mais ouais, je sais pas si c'est Marquinhos qui aurait dû le dire. Peut-être que Marquinhos, justement, il l'a gardé ça en privé. Peut-être qu'il veut pas venir parler en public. Et je comprends aussi cette position, ceux qui sont un peu gênés de voir Dembélé voilà, venir tacler à la télé parce que on voit tout ce que ça crée après. Et en même temps, peut-être qu'à un moment, c'est ce qu'il faut. Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on souligne que ce PSG, cette saison, il est un peu trop individualiste. Il y a des situations qu'on peut mieux finir. Et peut-être qu'à force de chercher la façon gentille de le dire, ça marche plus. Et fallait cette petite sortie qui agite. Je suppose qu'ils en ont reparlé après en privé, que Luis Enrique a pris la parole, bien sûr. De toute façon, encore une fois, quand Luis Enrique dit tout le temps devant les médias que tout va bien, qu'il a aimé le match, je suppose que face à ses joueurs, même s'il a pu aimer des choses, il dit tout à fait quand ça va pas. On a tous vu les extraits du documentaire où il pique une jolie colère dans le vestiaire. Je pense qu'il y a ça plusieurs fois. Donc voilà, je m'inquiète pas trop. On va voir où est-ce que ça mène, tout ça. Mais de toute façon, il fallait dire les choses, il fallait qu'ils se parlent. Vitinha l'a dit aussi en zone mixte qu'ils allaient parler entre eux. Parce que c'est des détails à régler. Encore une fois, le PSG est pas si mal. Il domine ses matchs. Faut que finir. Mais à un moment, faut finir parce que ça, c'est là où Dembélé a raison. C'est qu'à un moment où ils vont pas remplir les objectifs s'ils continuent à pas mettre les buts. Parce qu'ils sont deuxième de Ligue 1 aujourd'hui. Barrage de Ligue des Champions. Quand tu étais si proche d'être déjà en huitième de finale, tu te mets en danger un peu pour rien. En Ligue 1, pareil. Lens fait un super parcours. Il n'y a pas de souci. Mais le PSG est normalement capable de faire aussi bien et même mieux. Et on devrait être devant pour de vrai. Rennes, fallait gagner. Il n'y a pas de secret. Plusieurs matchs comme ça où on se loupe un peu dommage. Et oui, je suis d'accord, Marco. Dembélé, c'est un peu la tête de lance du pressing. On voit en plus il le fait en ce moment, donc ça n'a pas de souci. Je comprends qu'il s'énerve. Et je dis souvent, vaut mieux dire les choses, vaut mieux que les joueurs se parlent. Après, toujours, on peut continuer le débat, est-ce qu'il fallait le faire absolument à la télé ou pas. Bon, je suppose qu'il parle en privé, mais ça peut être une manière de réveiller tout le monde, justement, d'amener une grosse discussion de groupe. Et après, tout ira bien. Et en plus, encore une fois, ce qu'il dit, c'est pas si terrible. Il vise personne. Et s'il vise un joueur en particulier à la télé, c'est terrible. Alors, en tête, on a tous eu Doué, mais ça, c'est nous. Lui, il a dit nous d'ailleurs. Il a même pas dit les autres. Il a pas dit les autres joueurs font n'importe quoi. Peut-être qu'il s'est compté dedans. Il se rend compte que dans ses matchs, il fait pas tout ce qu'il faut. Et ouais, peut-être qu'il fallait faire ça. Et ça va faire du bien. Et on espère, en tout cas.
Et maintenant, va falloir mettre les buts tout simplement. Les efforts défensifs, un peu de certains aussi. Là-dessus, il y a des moments des très forts. Marseille, on y va à fond. Et là, parfois, ça y va à moitié. Sauf qu'une fois qu'on y va un petit peu à moitié, l'adversaire ressort. Une fois qu'il ressort, on est en difficulté. Zabarni qui n'est pas aidé, même s'il fait ses loupés, mais il n'est pas non plus aidé. Euh, Oui, il a complètement loupé Dembélé sur le centre de Doué. Mais là, c'était un loupé technique comme ça arrive. Là, lui, ce qu'il a critiqué, c'est vraiment les choix. Et, et là, le choix de Dembélé de tirer était bon, sauf qu'il rate complètement son tir. Bon, ça, c'est malheureusement la vie. Tu ne veux plus entendre le nom de Zabarni. C'est dur, mais c'est vrai qu'il il a souffert. Je le redis, il n'est pas aidé quand. C'était pareil avec Marquinhos, tout ça. Avant, quand les attaquants défendent un peu moins, quand les milieux sont un peu moins performants, c'est plus dur pour la défense. Mais c'est vrai que Zabarni, il y a quelques ratés. Là, il fait un contrôle, il glisse en plus après. Bon, situation compliquée. Moi, j'oublie pas que c'est à la base un très bon joueur, qu'il a été bon parfois au PSG. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, la concurrence avec Marquinhos, elle est assez nette. Donc pas de souci. Mais je trouve que même sur ce match, tu vois, Zabarni prend beaucoup de critiques quand Pacho a pas été super bon non plus. C'est lui qui se fait dribbler, mine de rien, sur l'ouverture du score. C'est pas Zabarni, il y est pour rien sur le premier but. Mendes se loupe complètement sur la balle qui arrive pour Tamari. Mendes, il loupe, personne ne dit rien. Pacho se fait dribbler. Il y a très peu de critiques. Zabarni, ouais, il a fait des loupés, mais je trouve qu'il prend un peu pour tout le monde, alors que parfois, c'est juste pas de sa faute. C'est pas de sa faute si les autres joueurs ont pas mis les buts. Si Hakimi est un peu moins bon en ce moment. Donc bon, Zabarni, c'est un peu. J'ai l'impression qu'il faut toujours une cible un peu facile. Je sais pas, ça doit être plus simple que d'aller faire une vraie analyse du match, aller chercher les vrais trucs qui vont pas. C'est plus simple d'avoir une cible. C'était Chevalier est plus sur le terrain. Bon, maintenant Zabarni aussi, c'est simple. C'est l'une des recrues. C'est bien de critiquer, comme ça permet de dire que le PSG fait n'importe quoi. Et ouais, j'aime pas trop ça. Ouais, je sais que ça fait du mal de le dire, mais Pacho fait pas un bon match et personne le dit en fait depuis vendredi, parce que c'est rare qu'il fasse des mauvais matchs et ça reste. Toi, dans le cas de Pacho, il fait un mauvais match, tout le monde est là, ouais, bon, ça arrive, c'est un accident, c'est quand même un super défenseur. Zabarni fait un match pas très bon non plus, et lui, c'est horrible, fallait jamais le prendre, il a aucun avenir. Bon, Oui, non, mais Darko, mais vous êtes géniaux, vous, bien sûr, vous le dites honnêtement. Mais je dis dans les médias, l'agitation, réseaux sociaux ou médias, l'équipe, tout ce que tu veux, voilà. Il faut se concentrer sur Zabarni, c'est pas une bonne recrue, plutôt que sur le premier but, il y est pour rien. Et c'est Mendes et Pacho qui se ratent, sauf que vu que c'est deux joueurs vraiment aimés par tous, qui font une super année 2025 et en 2026 qui sont très forts, on peut pas trop dire que le premier but c'est de leur faute et pas du tout Zabarni. Donc bon. Oui, après, oui, l'adaptation d'Avarnini, elle est pas simple. Elle est pas simple aussi parce que, je le redis, c'est l'équipe qui est pas au mieux. Le pressing, il est moins bien fait par les attaquants. Les milieux sont un peu moins bons. Tout est plus compliqué. Hakimi, là, c'est à moitié. Bon. Ah ouais, Chevalier, on voulait que ça réussisse, on verra. Peut-être qu'il va jouer. Et c'est comme ça qu'on va faire la transition vers Monaco PSG. Il est temps de passer Ligue des Champions. Rennes, c'est bon, vas-y, on s'est fait du mal. Bien sûr qu'il faut se remettre en question. Bien sûr, pour tout le monde. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour ça que la sortie de Dembélé était bien, moi je trouve. Et tout le monde, maintenant, il est temps de se réveiller, de se remettre en avant. La saison, elle n'est pas du tout ratée encore. Mais à un moment, il faut arrêter de griller les jokers. Il faut avancer. Pour Monaco PSG, le point sur le groupe, il est assez facile. Normalement, ça sera les mêmes absents que à Rennes. Sauf mauvaise surprise, il y avait un tout petit doute pour Neves et Dembélé. Visiblement, c'est l'équipe qui a parlé d'une gêne pour Dembélé, mais dans le Parisien, ils disent que ça va. Bon, on n'a rien vu de spécial. Neves, ouais, il avait mal à l'épaule en sortant, on l'a tous vu, mais bon, pas eu spécialement d'inquiétude. Donc on va voir. Normalement, ça ira. Normalement, il sera dans le groupe. Le groupe sortira. Je pense que quand vous verrez la vidéo sur YouTube, il sera déjà sorti. Mais nous, il n'est pas encore. Je vérifie de temps en temps. Et voilà, que ça comme absent. Le reste est de retour. Enfin, de retour, entre guillemets, pour les inquiétudes. Mais on n'a plus l'habitude d'avoir un groupe complet. Donc Hakimi devrait bien être là. Et ça, c'est bien, je suppose. Est-ce qu'il doit être titulaire? Je crois que oui. J'ai tenté la compo. Elle n'est pas simple du tout. Vraiment. Ouais, je mets Safonov dans les buts sans être sûr parce que ça reste un bon gardien, bien sûr. Mais et à quel point est-ce qu'il est vraiment meilleur à la base que Chevalier, je sais pas. Et Luis Enrique est capable de tout. Là, on prend quand même des buts. Ils sont pas du tout pour lui. Mais est-ce que si Chevalier fait le même match, il n'y a pas tout le monde qui démonte Chevalier parce que je sais pas quoi. Un peu le même problème que pour Zabarni. Mais je pense que ce sera Safonov quand même. Après, ouais, si Chevalier, je suis pas hyper surpris. Hakimi à droite.
C'est pas simple en ce moment, mais ça reste à la base l'un des meilleurs au monde et je pense qu'il y a que en jouant que ça va revenir. Donc faut qu'il joue, faut qu'il enchaîne. Euh, Si on met Zaïre Emery arrière droit, ça met aussi un autre joueur au milieu. C'est compliqué. J'ai envie de voir Zaïre Emery à son poste. Ouais, Safonov, c'est dur de lui en vouloir sur les buts. Ouais, peut-être le troisième, mais ils sont tous durs. La défense Marquinhos Pacho, c'est les titulaires, il n'y a aucun doute. Beraldo, je pense qu'il jouera contre Metz. Nuno Mendes à gauche, évidemment, je pense, assez évidemment. Et au milieu, Zaïre Emery, Vitinha, Neves. J'ai pas mal hésité parce que je voulais mettre Lee au milieu. Je le préfère en général au milieu plutôt qu'attaquant, mais en ce moment il est hyper percutant quand il joue ailier droit, donc pourquoi pas. Dembélé devant, ça reste le leader de l'attaque. Barcola à gauche, il crée plein d'occasions, et bien, bon, ça va amener des buts. Et entre guillemets, sanction pour Doué et Gvara qui jouent pas forcément comme ils font en ce moment, qui défendent pas toujours assez. Doué, c'est. Gvara, à la limite, je trouve que c'est un peu dur. Il a pas été trop mal, mais Doué, c'est vraiment compliqué en ce moment. Il y a eu une petite remontée vite fait contre Marseille, c'était mieux, c'était pas encore top, c'était un petit peu mieux. Et là, à Rennes, il est passé complètement à côté. Ouais. Alors, je mets quasi la même compo que toi, sauf l'attaque. Je pense qu'on aura Gvara, Dembélé et Barcola. C'est ce que j'avais mis à la base. J'avais mis Gvara, Dembélé, Barcola. Et j'ai même mis Lee. J'ai tenté de mettre Lee au milieu dans ma tête. Je me suis dit, ouais, mais sortir Neves, c'est bizarre. Ouais, mais il a eu sa petite douleur à l'épaule. Il est pas au top non plus de sa forme en ce moment. Mais ça reste Neves. Il est tellement précieux dans des choses qu'on voit pas forcément à la télé. Les efforts défensifs en permanence, le placement. Mais je trouve Lee vraiment, vraiment en forme en ce moment. Et je trouve ça vaut le coup. C'est l'un des attaquants qui a un pied précis un peu pour faire des passes, pour mettre des frappes aussi. Et il a marqué, mais non, il n'y a pas longtemps. J'aimerais bien le voir. En plus, tu peux te dire, Lee qui décroche, ça laisse monter Zaïre Emery, Hakimi, des débordements un peu des deux qui seraient assez. J'aimerais bien le côté un peu imprévisible. Ça peut être l'un des deux qui monte. Les deux savent partir sur le couloir ou rentrer dans l'axe avec Lee qui peut distribuer à celui qui veut. De l'autre côté, Barcola, Dembélé à servir, bien sûr, c'est fort. J'aimerais bien voir ça. J'ai pensé à mettre Gvara. Ça dépend aussi un peu de Neves, du coup, parce que il a quand même eu cette douleur à l'épaule. À quel point il est prêt pour être titulaire contre Monaco. Ça peut être assez intense au milieu de terrain. C'est le petit doute que j'ai, mais ça peut être Gvara, Dembélé, Barcola. Je serais surpris de voir Doué, entre guillemets. Après, s'il joue, c'est pas non plus l'immense surprise. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait là? Ça reste un immense joueur quand il est en pleine forme. Mais oui, oui, ça peut être un changement de dernière minute comme contre Barcelone. Ça peut être Neves finalement. Bon, allez, repose-toi un petit peu. On met Lee au milieu. Ça peut être Doué au milieu. Ça reste un endroit où moi je l'aime beaucoup. Presque plus qu'attaquant en fait. Je préfère quand il est libre, il a tout le jeu devant lui. Il peut faire un peu de tout sur le côté. Des fois, il est un peu plus prévisible. Je trouve ça dommage pour les joueurs comme ça. Mais c'est bien sûr très dur de choisir. Donc pourquoi pas Gvara. Je suis désolé pour Mbaye et Ramos, mais je pense qu'ils vont attendre un peu. Mayoulou, le titulaire surprise. J'ai l'impression qu'il est toujours titulaire en Ligue des Champions au final. On l'attend jamais. On se dit non, mais là, quand même. Et c'est pas impossible que ce soit Mayoulou. Mayoulou au milieu, avec à la place de Neves, par exemple. Ça peut être Zaïre Emery latéral. Ça peut complètement. Mais je trouve pour Hakimi, c'est dur. Et Mayoulou forfait, pardon. Mais oui, mais bien sûr, j'avais oublié. Mais attends, bah, tu vois, encore plus grande surprise. Mayoulou, il est tellement surprenant, il peut être titulaire sur ce match. Euh, ouais, Hakimi titulaire, je suis pas complètement sûr, parce que c'est dur en ce moment. Enfin, c'est dur. Après, on attend tellement de choses de lui que quand il n'est pas absolument exceptionnel et décisif, on est vite déçu. Mais le sortir, c'est aussi un peu de gestion peut-être humaine. Si tu le sors, t'as l'impression qu'il a vraiment besoin de jouer pour oublier la déception de la CAN. Tu le sors en Ligue des Champions, ça peut être compliqué. C'est là où il faut être avec le joueur, auprès du joueur, il faut lui parler. Il n'y a que le staff qui peut savoir à quel point il a besoin plutôt de souffler, ce qu'il a absolument besoin de jouer pour passer à autre chose. Et la meilleure chose serait qu'il joue, il met un but, et tu te remets dans un truc positif, et tout va bien. Ce serait quand même une petite surprise, surtout que tu n'as pas beaucoup de milieux disponibles. Si tu sors Zaïre Emery des milieux de terrain, t'en as plus beaucoup sur le banc. Il te reste. Et bah, tu mets Doué, peut-être tu descends Lee, sinon. Et c'est pour ça aussi que ça peut être Gvara titulaire plutôt que Lee. C'était mon hésitation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options au milieu compte tenu des absents. Donc ouais, beaucoup de choses possibles.
Ça fait partie de nos forces toujours. On a un effectif assez fourni pour de vrai, même si tout le monde veut qu'on ait 40 000 recrues. Il y a pas mal de joueurs. Et très polyvalent. Lee peut jouer autant ailier, 9, 6, relayeur. Doué, presque pareil, sauf que je le mettrais pas sentinelle devant la défense. Zé-Emery peut jouer latéral ou au milieu. Donc pas mal d'options, ça peut être sympa. On va dire que ça se passera bien en tout cas. J'espère avoir la bonne compo, ça fait toujours plaisir. Et on va essayer de se tourner vers les pronos, mais pour se tourner vers les pronos, il faut la fameuse présentation de l'adversaire. Oui, Dembélé peut aussi descendre. Quand il joue faux neuf, en fait, il descend super bas. On est presque 4 au milieu, comme ça a été beaucoup souligné. Pour faire les pronos, la présentation de Monaco qui sera publiée ce mardi. Souvent, c'est autour de midi à peu près. Quelque chose comme ça, ça peut être un peu après. Ça dépend de à quel point il y a beaucoup de choses à publier. Ce mardi, Monaco, toujours ce club qui à un moment, on a l'impression que ça allait être notre grand concurrent. Période 2017, où il gagne la Ligue 1, il y a une super équipe, mais ça s'est beaucoup transformé en vente. Et depuis, ils ont beaucoup de mal à trouver la stabilité. Ça n'arrête pas de changer d'entraîneur. La dernière fois, là, c'était en début de saison à peu près, en octobre. Sébastien Pocognoli qui arrive de l'Union Saint-Gilloise, où il faisait de très belles choses. Et c'est pas mieux que Adi Hutter qui l'a remplacé. C'est hyper irrégulier. Le mercato était plus ou moins prometteur et a fini très décevant, notamment le cas Paul Pogba qui joue quasiment pas, qui est même pas sur la liste en Ligue des Champions. Monaco a été éliminé en Coupe de France par Strasbourg. Ils sont 8e de Ligue 1. C'est pas assez bon. C'est clairement pas assez pour eux. Là, ils sont en barrage avec des champions. Ça, dans leur saison, c'est pas si mal. C'est relativement une bonne nouvelle, même si le parcours était pas super simple non plus. Il est plus simple. Donc ouais, le mercato, le départ de Ben Seguir en fin de mercato, je trouve qu'il fait mal. C'est typiquement là qu'on voit le virage qu'a pris Monaco il y a du coup à peu près 10 ans. Ils avaient une super équipe et c'était soit tu gardes cette belle équipe et tu essayes de jouer les titres, une vraie concurrence avec le PSG, soit tu mises sur les ventes et c'est plutôt ça. Ben Seguir, super talent en train de grandir, il est vendu 30 de millions d'euros. C'est super, tu as fait d'une plus-value, mais tu as affaibli l'effectif. Singo, 30 millions d'euros, ça m'a plus surpris. Je n'aurais pas dit autant pour ce joueur. C'est un bon joueur, mais 30 millions d'euros au Galatasaray. Bon, Magassa qui est parti. Mbolo, ça c'était plutôt une bonne vente parce qu'il était en difficulté. Pas mal de départs, 116 millions d'euros de vente juste l'été dernier, c'est énorme. Pour un recrutement à 13 millions d'euros. Voilà, je sais que c'est la crise des droits TV et tout en Ligue 1, mais on voit quand même bien où en est le projet de Monaco. On tente des coups, on fait des grosses ventes et on s'appuie sur le centre de formation qui est bien, mais qui mène surtout à des ventes. C'est dommage pour la Ligue 1. Ouais, en plus il y a Akliouche et Biarret qui sont en difficulté, mais peut-être que Biarret et Akliouche en difficulté, c'est avec le fait qu'il n'y a plus Ben Seguir, ça faisait un super trio. Enfin, il y a d'autres joueurs, mais cette connexion-là, elle marchait particulièrement bien. Et à la place, tu recrutes Idumbo. J'avoue, je ne le connaissais pas spécialement. Erdraki au goal. Ta deuxième plus grosse dépense de l'été, c'est un gardien de 35 ans qui fait pas une saison exceptionnelle. D'ailleurs, qui arrivait en joueur libre, en dessous Fati, en prêt. Ça se tentait. Pour de vrai, c'était intéressant. Paul Pogba, c'était le pari, on va dire, et ça marche pas. Cet hiver, encore un départ, encore un attaquant de 19 ans qui part. Bon, relativement un talent, même s'il n'était pas extraordinaire. Monaco a besoin de vendre. Ils ont encore des difficultés. Et il part pour 30 millions d'euros en Arabie Saoudite à 19 ans. Bon, ça c'est petite déception. En recrutement, Adingra qui est arrivé de Sunderland. Fess qui est arrivé de Leicester. Mais il s'est blessé tout de suite, mais il est revenu depuis. Donc c'est pas si mal. C'était mal parti pour lui. Je crois qu'il s'est blessé dès son premier match. C'était vraiment la mauvaise période de Monaco, qui est donc en barrage avec des champions, mais qui n'a pas été extraordinaire en phase de ligue. C'est parmi les 30e meilleures attaques. Il ne reste pas beaucoup d'équipes derrière. Ils ont mis que 8 buts. Je trouve ça fou. Se qualifier avec 8 buts inscrits, c'est pas simple. Le premier, c'est Arsenal qui a 23 buts inscrits, donc il y a quand même un bel écart. Les derniers, c'est Villarreal, le Slavia Prague, que 5 buts inscrits. Donc Monaco est vraiment pas loin de la pire attaque de Ligue des Champions, mais ils sont passés. Ils sont parmi les 17e meilleures défenses. Je m'attendais à mieux. Une fois qu'on voit que l'une des pires attaques passe, ça pouvait peut-être être l'une des meilleures défenses, mais même pas. 14 buts encaissés. C'est 10 de plus qu'Arsenal. Et c'est 8 de moins que le Kairat Almaty. C'est milieu négatif, tout ça bien que le 17e. Le meilleur buteur en Ligue des Champions, c'est Balogun. Il a mis 3 buts. Bon, et il est 29e en Ligue des Champions. C'est-à-dire que mine de rien, il l'a mis
presque la moitié des buts de Monaco en Ligue des Champions. Et le meilleur passeur, c'est Akliouche, qui fait pas une super saison, mais qui est quand même le meilleur passeur de Monaco. 2 passes, joueur incertain pour ce match. Compliqué, je me suis enlevé l'onglet, mais compliqué Monaco, là, les absents, c'est assez violent. Il y en a beaucoup, il y a des défenseurs et des Monaco. Je me le remets, j'ai fermé l'onglet par erreur. J'en suis désolé. On va faire après la compo probable. Voilà, je me suis remis sous les yeux. 2 passes en 8 matchs, ouais, non, on saute pas au plafond, mais comme 3 buts en 8 matchs, mais 8 buts Monaco en 8 matchs, c'est vraiment pas extraordinaire. Il y avait quelques beaux adversaires. D'ailleurs, c'est presque contre eux qu'ils ont mis la plupart de leurs buts, parce qu'il y en a déjà 2 contre City. Défaite contre Bruges 4-1. Match nul contre City 2-2. Pas mal. Bon, ils ont été largement dominés, mais bon, ça passe. Match nul contre Tottenham 0-0. C'est pas si mal. Victoire 1-0 contre Bodo Glimt. C'est pas extraordinaire. Match nul 2-2 contre Pafos. Ça, c'est un très mauvais résultat de Monaco. Victoire 1-0 à domicile contre le Galatasaray, c'est vraiment pas mal. Défaite 6-1 contre le Real Madrid, celui-là était terrible. Et en même temps, 18 tirs à 23, 47% de possession de balle. Le 6-1, il est très sévère, mais c'est des énormes erreurs. Monaco, c'est quelques grosses boulettes en défense. Parfois, c'est vraiment exceptionnel. C'est impressionnant, les boulettes qu'ils font. Et 0-0 contre la Juventus à domicile. Et je sais que je l'avais dit juste après le tirage, je le ressouligne. Ce que je remarque du parcours de Monaco, c'est qu'à domicile, ça a été honnêtement très fort, voire très fort, si en fonction franchement, de la forme des adversaires, mais quand même. Et à l'extérieur, c'est pas bon, c'est nul. Si on fait un résumé, à l'extérieur, c'est défaite contre Bruges, victoire difficile contre Bodo Glimt, match nul contre Pafos, claque à Madrid. Et tu l'as dit, Darko, c'est invaincu à domicile, et pourtant, à part le Real, leur match le plus difficile, enfin l'adversaire les plus corsés, c'était à domicile. Nul contre City, nul contre Tottenham, victoire contre le Galatasaray, nul contre la Juventus. C'est des bons résultats. C'est franchement pour Monaco, faut pas oublier que voilà, on a dit leur effectif l'a compliqué cette saison. Ils ont été très pénibles, ils ont rarement dominé, mais ouais, Bodo Glimt, faut se méfier, bien sûr, mais bon, surtout le déplacement là-bas, il est difficile, donc gagner là-bas, c'est pas si mal. Vraiment à l'extérieur, à part ça, c'est un très mauvais parcours. Cette victoire-là, elle fait du bien. C'est comme ça que tu accroches le barrage un peu. Mais à domicile, ouais, ils ont été pénibles. Alors, ils ont pas toujours dominé, même si contre Tottenham, ils dominent. Donc, attention à Monaco. Chez eux, je pense qu'on va se qualifier sur les 2 matchs parce qu'à l'extérieur, ils sont trop en difficulté. Quand nous, au parc, on peut être particulièrement fort, en plus avec le retour. Donc, je m'inquiète pas trop. Ouais, c'est le match au piège, Bodo Glimt. Et c'est pire, je dirais, que Monaco, Copenhague et Malmö, que tu mets. Copenhague, c'est quand même un grand stade. Malmö, non. Malmö, ça peut être piège, c'est le petit stade. Ligue des Champions, il y a l'idée, grand stade, l'ambiance et tout. C'est vrai que tu arrives à Malmö. J'adore cette ville, aucun souci. Je la connais bien et je l'adore. Mais c'est un petit stade. Bodo Glimt, c'est plutôt un petit stade aussi. Copenhague, c'est du gros stade. Ça peut faire moins cet effet un peu match bizarre. C'est pas la Ligue des Champions qui fait briller les yeux. Et pourtant elle est importante. Et donc, ouais, Monaco là-bas, mais beaucoup d'absents. Comme je disais, si j'ai vu une erreur sur ce site tout à l'heure, mais quand même, on a Minamino qui est absent pour longtemps, Dreki qui est absent, Mawissa, Salissou, Ouattara. Voilà, il y a Fes qui est écrit encore disponible, il devrait être là. Pogba n'est même pas sur la liste. Mince, je vais fermer l'article. Et en absent, il y a aussi Akliouche qui est incertain. Camara, il y avait un doute, il s'est entraîné hier apparemment, donc il devrait être présent. Ça serait une sacrée perte au milieu, Lamine Camara. Akliouche, il y a un vrai doute. Et avec Minamino qui est pas là, ça peut faire une attaque. Ouais, on part plutôt sur 4-2-3-1. Adingra, Golovin, Diatta, c'est pas si mal. C'est quand même. Ansu Fati aussi incertain de ce que j'ai vu. Il pourrait être là, mais c'est pas sûr. C'est pour ça que j'ai mis Adingra en équipe probable pour l'instant. Il y a des doutes à lever ce lundi côté PSG, côté Monaco, sur les effectifs. On sait pas trop. Mais c'est vrai que Ansu Fati qui est pas là, Akliouche qui est pas là, ça commencerait à piquer. Même s'ils sont là, ils sont peut-être pas à 100%. Mais c'est encore une fois, je me méfie de ce Monaco qui est pénible à domicile. Je sais pas quoi faire. Même nous, chez eux, du coup, on a pris leur résultat avec des champions. À combien le but de carrière contre nous? C'est possible. Et le gros match contre nous, forcément, c'est sûr. Mais de rien, on a perdu là-bas.
et je me rappelle bien du débrief parce que c'est l'un des pires matchs à regarder de la saison. Par exemple, Rennes, on a perdu, c'était pénible, mais c'était un match agréable à regarder. Monaco, c'était horrible parce que les deux équipes étaient très en dessous d'un niveau acceptable en Ligue 1. Franchement, c'était mauvais. Je dis rarement ça des joueurs professionnels, mais là, ça allait pas. Les contrôles étaient ratés, les passes allaient en touche. C'était nul, on a perdu 1-0. On avait dominé quand même dans ce match qui était assez nul. On aurait largement pu faire match nul. Et je pense qu'on pouvait gagner en étant le fameux plus efficace. Mais à force, Monaco, il y a une espèce de magie chez eux. Les matchs un peu pourris. Et pour un prono, on va remettre la compo. Parce que n'oublions pas, pour les pronos, le bon score, puisque personne n'a eu contre Rennes, malheureusement. Mais le bon score, c'est des applaudissements lors du débrief. Avec des buteurs, ça fait une chanson improvisée. Et j'espère qu'on va la gagner bientôt. Ça fait très longtemps. Je m'entraîne au niveau du chant et il se passe des choses. Madame PF n'est pas convaincue. Elle espère juste ne pas être là quand il y aura la chanson improvisée, mais ça serait cool quand même. Et ouais, prono du match aller, je pense que c'est très différent du match retour, mais le match aller, autant des fois on aime bien annoncer des gros scores et tout, c'est sympa, j'arrive pas du tout à annoncer la grosse victoire avec quand même un doute de ce PSG bête blessé, vexé, qui veut remettre les choses en ordre et ça peut aller vite. Mais 2-0 pour le PSG. Écoute, Darko, tu viens de me prendre mon prono, ça m'embête un peu. J'ai un doute sur l'attaque exacte de Monaco, mais c'est vrai que cette équipe marque très peu. 2-0 pour le PSG, je suis presque à dire 1-0. Mais allez, 2-0. Quand même, quand je vois notre équipe, les doutes qu'on a, c'est Guevara, Doué, Lee, Dembélé, Barcola. Normalement, on doit y arriver. Et oui, ça peut être Monaco qui fait quelques... Bah, ils ont plutôt fait ça à l'extérieur, mais quelques grosses bêtises. Kerrer, parfois, il fait des folies. C'est pour ça qu'on a eu du mal, nous. Chez nous, c'était quelques très bons matchs et quelques grosses folies. Petite pensée pour Manchester, bien sûr. Et ouais, 2-0, c'est pas mal. Guevara, Zaïre-Emery, c'est très fort. Je pense que... Bon, Guevara, je peux pas t'accorder une chanson improvisée, mais bien sûr, 2-0, Zaïre-Emery a marqué. Ça part en chanson, et évidemment. Évidemment. Non, moi, j'ai pas le choix. J'ai mis mon chouchou titulaire. Je dois mettre mon chouchou buteur. 2-0 avec but de Lee. Et... est-ce qu'on met un Dembélé? Est-ce qu'on met un Neves? Un truc comme ça. Un truc un peu fou. Ça fait quoi, un match complètement fou? Hakimi et Lee vont marquer dans ce match. Ouais. Et Lee sera élu joueur du match sur Paris Fan. Voilà, je vais trafiquer les votes de toute façon, mais je pense que moi j'ai un feeling, Lee est en pleine forme, Lee sera titulaire, Lee va faire les matchs. Ça se trouve dès la compo, je vais dire bon bah c'est pas grave, j'abandonne tout. Mais ouais, allez, ça part, c'est bon, je me suis enflammé. Dès que je parle de Lee, moi de toute façon il se passe des... Qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce que j'aime ce joueur dans la mentalité et tout. Donc ouais, 2-0, on est d'accord sur le score, Darko? Donc peut-être qu'on aura une salve d'applaudissements. Et sur les buts, s'il y a 2-0, après ça peut jouer au buteur près, ça peut être bien sympa. N'hésitez pas, bien sûr, vous aussi, à donner vos pronostics, vos compos. Ça fait plaisir. Comme je dis souvent, les pronostics, j'aimerais bien un jour vous faire gagner des vraies choses, bien sûr. Pour ça, il faut que le projet continue d'avancer. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, ça fait plaisir. En plus, on a des concepts, des folies. Encore une fois, on remercie Madame PF. Heureusement qu'elle est là. Depuis 2018, un plat de la région adverse, même si Monaco, encore une fois, c'est pas plus simple. Il y a eu des belles découvertes au fil de cette aventure culinaire. Monaco, bon. Là, il y a le Barba Joanne qui pourrait. Qu'est-ce que c'est? Simple à préparer. Un rouleau farci aux épinards, aux blettes, au parmesan, à la ricotta, aux oignons et aux poireaux. Est-ce qu'il y a des spécialités à Monaco? Bah, il y a ça. Vraiment. Le tout est frit, servi très chaud. Franchement, visuellement, ça a l'air de passer. Ça passe. Ça doit être croustillant, un peu sympa. Bon, ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément ce qui me fait rêver, mais allez, du fromage, des légumes. Je pense qu'en apéro, ça passe bien. Je pense que ça peut. Les perles de Monaco, bon, c'est des huîtres. On peut mettre le nom qu'on veut. Mais bon, est-ce que Monaco, c'est forcément les huîtres? Il y a d'autres endroits. Des petits poissons, stéocaphiques, bien sûr, mais il est même pas présenté en plat. C'est ça le problème. Monaco, voilà, bon, il y a des poissons. C'est un plat incontournable. On y rajoute des olives, du vin blanc, des oignons, de l'ail, quelques aromates. C'est sans doute pas mauvais. C'est pas des choses qui. Bon, c'est vrai qu'on est parti de la Bretagne. Alors Rennes, le score a pas été bon, mais c'est vrai que niveau plat, on s'est fait plaisir. C'était bien la Bretagne. Le gâteau Galapian, Galapian, je sais pas. Mais c'est aux cerises et je suis pas très cerise dans les gâteaux. Laissez les cerises tranquilles. Autant il y a des fruits, on peut les mettre dans des desserts. Les pommes, évidemment. Il y a plein de desserts aux pommes qui sont excellents. Les fraisiers, je suis pour. Framboisier, pas de souci.
Clafoutis, alors oui, Darko, mais nous, le clafoutis, on le fait pas aux cerises. J'aime pas la cerise, je vais dire cuisinée, c'est pas chauffée, enfin non, non. Cuite, merci Madame PF, merci, cuite. J'aime pas la cerise cuite. Nous, le clafoutis, c'est vraiment devenu une page culinaire. Clafoutis plutôt myrtille, framboise. Je crois que j'oublie rien dans les derniers clafoutis qu'on est. Ouais, myrtille et framboise. Vraiment ça à fond. Très bon. Et non, clafoutis aux cerises, je suis désolé. La pissaladière, c'est non. Alors, je sais que c'est un classique. Mais j'aime pas les olives, j'aime pas les anchois. Et ouais, c'est un peu con. Les oignons confits, ça peut, mais enlevez-moi le. Et c'est niçois, pas monégasque, dit Darko. Alors, écoute. En plus, tu vois, il y a écrit c'est une recette niçoise. Cependant, Darko et autres personnes qui auraient pu monter sur ces. Il y a déjà un commentaire sur YouTube qui écrivait ouais, la pissaladière, c'est niçoise, espèce de. Je sais pas, je vais m'insulter moi-même. Insultez-moi comme vous voulez. Et non, le site précise, Navaway précise, revisité à Monaco. Et oui, mais c'est quoi la revisite du coup? C'est les oignons confits? Parce que je connais pas assez. Vu qu'il y a la pissaladière, je sais que pour moi c'est olive anchois. J'ai déjà goûté et j'aime pas ça. Ah, les cuisiniers de Monaco y ont ajouté de la tomate. Bah, ça devient une tomate, une pizza aux anchois et aux oignons. Merci, effectivement, Madame PF. Et si je peux me permettre, Navaway, on n'est pas sponsorisé, mais je dis votre nom plusieurs fois parce qu'on utilise le site pour ces fameuses spécialités. Sur l'image, on voit pas de tomates, ni en sauce, ni autre, donc très confusant. On ne comptera pas la pissaladière de toute façon que je n'aime pas. Le Monaco, le cocktail avec modération, bien sûr. Je crois qu'en général on s'en sort comme ça, mais bon, je suis pas foufou. Porchetta. Ah bah ça, oui, ça, bah enfin, bah oui, mais bien sûr. Est à la base un plat italien. Non mais faut arrêter maintenant. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? Bah non, bah c'est pas monégasque. Voilà. Mais vu la proximité avec l'Italie, on peut pas. C'est pas étonnant que ce soit devenu un classique d'album, mais c'est italien quoi. La tourte aux blettes. Ouais, non mais. C'est peut-être bon en plus, mais j'essaie de faire rêver les gens, ils mettent pas la soca. Mais la soca, aussi originaire de Nice. Non mais je suis en train de craquer. Il y a rien de monégasque qui soit monégasque. Voilà. La crêpe Suzette? Non plus. Bah non plus. Bah du coup, la tourte en dessert, ouais en plus. Ça se mange en dessert. Bien vu Darko, j'ai rien que j'ai pas regardé jusqu'au bout. C'est une tourte aux blettes en dessert. Donc tu t'es à peine remis de la pissaladière que tu te tapes une tourte aux blettes? Non, ça va pas être possible. Tout le respect pour Monaco, il y a des. On y est déjà allé, c'est très joli, c'est particulier. Vous savez, une bonne pizza, c'est bien aussi. Et je pense que la conclusion de cette page culinaire, c'est Monaco, c'est qu'aujourd'hui, John nous a vraiment manqué, particulièrement manqué, avec une adresse de pizzeria, même si je crois qu'il nous avait donné une fois. Et sans surprise, alors attention, je ne veux pas lancer de polémique, mais la pizzeria très bien notée à Monaco coûtait très cher. Sans jugement, vous faites comme vous voulez, mais ça va pas être possible pour nous, je pense que... Mais la crêpe Suzette, je comprends même pas ce que ça fout là. Ça vient d'où la crêpe Suzette à la base? Tout coûte cher à Monaco, c'est clair. Après tout, on peut la savourer, mais d'ailleurs, pourquoi son crêpe Suzette? C'est le pâtissier et chef Joseph du restaurant parisien Le Marivaux qui l'a nommé ainsi. Mais quel est le rapport? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais il n'y a rien à Monaco. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de spécialité à Monaco. Il fallait pas faire un top 10. Enfin, je veux critiquer personne, mais pourquoi vous me faites un top 10 où il n'y a que 3 plats qui viennent de Monaco? Enfin bon, on va pas s'énerver. Merci à vous d'avoir fait cette tentative. Merci à vous tous qui nous regardez, bien sûr. On se retrouvera mercredi pour l'après-match. On espère une belle victoire. Je veux bien me tromper sur le 2-0 et qu'on ait un 5-0 au final. Et tant pis s'il n'y a pas de suspense ou pas trop de suspense au retour. Mais ouais. Des gros bisous. Ouais, j'ai vu Darko que tu suivras pas trop le match. Malheureusement, j'espère que tu seras là pour le débrief. J'essaierai de te faire un truc bien précis, que tu puisses comprendre pourquoi on est si heureux d'avoir gagné ce match et pourquoi on est confiant pour la suite. Et oui, je me lance. Pourquoi Lee est le meilleur joueur au monde. Tout ça au programme. Mercredi à 9h. Des gros bisous. Profitez bien. Salut, salut. Oui, tu verras.